are now just 24 hours to go before the book, which claims to expose serious rifts in her marriage, goes on sale. Un livre, signé Andrew Morton, sort, comprenant des révélations sur le mariage malheureux de la princesse. Diana a beau garder le secret sur sa participation au livre, les soupçons vont bon train et la famille royale est furieuse. Pour la reine, il ne faut jamais dévoiler ses émotions en public. Vous représentez la monarchie, vous êtes au-dessus de ça. Au lieu de la libérer, ce livre ne fait que resserrer ses chaînes. Elle pensait que le livre de Morton la sauverait. Mais non, car la famille royale a étouffé l'affaire. À partir de 1992, Diana vit seule au palais de Kensington, séparée mais non divorcée. Toutes ses sorties médiatiques sont sévèrement contrôlées par le palais. Elle semble désormais figée dans son image royale. C'est alors qu'une initiative de son mari va lui donner une idée pour sortir de l'impasse. Je crois que ce qui l'a motivé à faire l'interview de Panorama, c'est celle que Charles avait faite l'année précédente. Cette interview avait fait une forte impression sur Diana. On s'en souvient surtout pour une seule révélation. Did you try to be faithful and honorable to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. There was something about Elle a été frappée par ce que dégageait Charles dans cette interview. Elle y a vu une sorte d'honnêteté qu'elle a trouvée admirable. Et elle a commencé à se demander si elle devait faire quelque chose de son côté. Mon nom est Paul Burrell, j'étais le majordome de la princesse de Galles. Prêt. La princesse m'a dit un jour, « J'aimerais que vous alliez chercher quelqu'un à White City. C'est un secret. Personne ne doit être au courant. » Je me revois prendre ma voiture pour aller prendre Martin Bashir. Il s'est allongé sur les sièges arrière et j'ai mis une couverture sur lui. Personne ne savait que Martin Bashir venait voir la princesse de Galles. Et je devais garder ça secret. Il était comme un gamin en montant les marches du palais de Kensington. C'était très excitant pour lui. Je me suis dit que la princesse, à l'époque, avait peu d'amis et qu'elle avait trouvé quelqu'un de la BBC qui pourrait lui donner des conseils médiatiques. Je n'ai pas imaginé une seconde que cette relation allait déboucher sur une interview capitale. En 1995, le palais suit les moindres déplacements de la princesse, de peur qu'elle ne fasse d'autres révélations sur le futur roi. Mais au cours de l'été, une petite brèche s'ouvre dans la forteresse mise en place par Buckingham pour éviter tout scandale. Je m'appelle Richard Eyre. Au début des années 90, j'étais responsable éditorial à la BBC. Je rencontrais régulièrement le rédacteur en chef de Panorama. Je pense qu'on était au début de l'été 1995. Nous avions l'habitude d'échanger des idées de programme. Et Steve s'est levé, est allé à la porte de mon bureau, il s'est retourné et il m'a dit « Au fait, tant que j'y suis, je devrais parler de Lady Di. » Et il m'a dit à ce moment-là que Martin Bashir, journaliste sur Panorama, pensait avoir une chance de rencontrer la princesse Diana. J'imagine que s'il fallait choisir un journaliste de Panorama pour faire un scoop à l'échelle mondiale, Martin est la dernière personne à laquelle on penserait. But more important than that, I'm just about to share in Leonard's first omelette. And here it comes now. Right, Leonard, thank you very much. Martin Bashir était du menu fretin à la BBC. Il faisait des apparitions dans un programme religieux, mais ce n'était pas quelqu'un de connu à l'époque.
Je ne sais rien de lui, c'était qui? Je ne pense pas que le rédacteur en chef de Panorama, ni même Martin, ait pu croire un seul instant qu'elle accepterait d'être interviewée. Et surtout qu'elle était constamment approchée par des journalistes, qui plus est des journalistes vedettes de la télévision, pour faire une interview. J'ai reçu un nombre incalculable de demandes d'interview. Elle déjeunait souvent avec Clive James, David Frost ou encore Barbara Walters, qui avaient déjà interviewé Margaret Thatcher. J'aurais adoré interviewer Diana, bien sûr. Et c'est avec cet espoir en tête que je lui ai écrit un jour: « Madame, si un jour vous avez envie de tout raconter à la télévision, je suis votre femme. » En son fort intérieur, Diana a peut-être déjà pris la décision de participer à une émission de télévision. Mais comment Martin Bashir va-t-il réussir à coiffer au poteau ses prestigieux rivaux et obtenir l'entretien dont rêve tout journaliste? Je suis Chris Blackhurst. J'étais journaliste d'investigation pour The Independent. Peu de temps après sa diffusion, l'histoire même de cette interview a déchaîné les passions. Nombreux étaient ceux qui avaient des soupçons sur la façon dont Martin Bashir avait procédé. Même ses collègues doutaient. Nous étions en contact avec des journalistes de la BBC et quand on a eu l'information, il nous a semblé qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Chris Blackhurst fait son enquête et découvre que Bashir a d'abord rencontré le frère de Diana, le comte Charles Spencer, pour discuter d'un éventuel documentaire. Le thème: la surveillance de la famille royale par le pouvoir. Les services de sécurité inquiétaient Charles Spencer. Il avait le sentiment qu'on le suivait, qu'on le surveillait, lui et sa famille. Quand Martin Bashir a rencontré Charles Spencer, il a fait en sorte d'alimenter ses soupçons. Et ce faisant, il a compris qu'il pouvait en tirer un bénéfice énorme, à savoir une interview privée avec la princesse Diana. Bashir, par ailleurs, tient des propos surprenants. Martin Bashir racontait aux gens qu'il avait un contact au sein du MI5 qui lui aurait dit que la princesse était suivie, sous surveillance. Je me revois en train de soulever des lattes de parquet à la recherche de micros, de démonter les téléphones. La princesse avait toujours l'impression que ses téléphones étaient sur écoute, qu'on écoutait ses conversations. The Sun newspapers say this tape is genuine. It records... 3 ans plus tôt, le Sun avait divulgué l'existence d'un enregistrement censé être une conversation téléphonique entre Diana et un ami proche, James Gilbey. L'enregistrement avait sans doute été réalisé par nos services de sécurité. C'était une fuite délibérée. The Home Secretary repeatedly rebutted allegations MI5 were involved. No one has produced the slightest serious shred of evidence to support the repeated claim MI5 or any part of the security services are in favor of it. Martin Bashir a-t-il voulu jouer avec ses peurs et ses préjudices? C'est très possible. À vrai dire, ça n'aurait pas été difficile. Tout devient encore plus trouble lorsqu'après l'interview, on découvre que Bashir a produit des faux documents. Reste à savoir pourquoi. Il est allé voir un graphiste et ils ont réalisé un faux relevé bancaire sur un compte de la NatWest Bank à Brighton au nom d'un ancien chef de la sécurité, de Charles Spencer. Sur le relevé apparaît un paiement provenant d'une mystérieuse société offshore. Bashir est suspecté d'avoir produit ces faux documents dans le but d'alimenter les craintes de la princesse et de son frère et de pousser Diana à accepter l'interview. Apparemment, Bashir faisait croire à Charles Spencer que les services de sécurité payaient Alan Waller pour les renseigner sur sa sœur et sur lui. Après la diffusion de l'interview, la BBC ouvrira sa propre enquête. Au final, ils n'ont pas nié avoir fabriqué ces documents. Ils ont reconnu les faits. Mais ils se sont dit très satisfaits de ne pas avoir eu besoin de les montrer à Diana
pour obtenir l'interview. Bashir nie en avoir fait usage et Diana elle-même confirme n'avoir jamais vu ces documents. Bashir est donc blanchi. Mais alors, pourquoi avoir fabriqué des faux relevés? Certaines personnes restent sceptiques. On a été nombreux à faire la grimace. Car enfin, pourquoi aller jusque-là? Pourquoi se donner la peine de fabriquer un faux relevé bancaire? C'est un acte assez grave en soi. D'autres estiment qu'un autre élément bien plus important a joué en faveur de Bashir. La Diana que je connaissais voulait faire cette émission. Elle l'aurait faite. Qu'on lui montre un faux document ou pas. Elle voulait que ça reste secret. Et Martin Bashir n'avait pas l'intention de passer par le canal officiel du palais pour demander un entretien. D'après moi, la princesse s'est dit que si un journaliste passait par la grande porte de Buckingham et par le bureau de presse officiel pour demander une interview avec elle, la requête n'avait aucune chance de lui parvenir. Des journalistes bien plus célèbres s'étaient déjà heurtés aux fins de non-recevoir du service de presse du palais. Et Martin Bashir était un secret, bien sûr. Personne ne le connaissait. Et c'était son meilleur atout. Il n'était jamais passé par la voie protocolaire. Ce n'était pas une célébrité. Il ne pouvait y avoir qu'une seule célébrité dans cet entretien, Diana. Si elle voulait faire cette interview pour Panorama, il fallait un journaliste inconnu. Après des semaines de rendez-vous secrets avec Diana, les efforts de Martin Bashir vont enfin s'avérer payants. Brusquement, tout s'est mis en place très rapidement fin octobre, ce qui m'a poussé à consigner par écrit notre entretien pour la toute première fois. Steve Hewlett et l'un de ses journalistes, Bashir en l'occurrence, sont venus me voir pour parler du projet dont on discutait régulièrement depuis plusieurs mois. Il a été décidé qu'il fallait agir le plus rapidement possible. Désolé d'être pessimiste, j'ajoute en bas de la note. Diana consent à cette interview à une seule et unique condition. Rien ne devait parvenir aux oreilles du palais de Buckingham. Elle n'a pas dit qu'elle ne donnerait pas cette interview, mais que si la nouvelle fuitait, elle était sûre que le palais ferait en sorte de l'annuler. On a opéré, le moins qu'on puisse dire, dans la plus grande confidentialité. Les seuls à savoir au début étaient Martin Bashir, son rédacteur en chef Steve Hewlett, Tony Hall, le directeur de News, et moi. Début novembre, on devait être 7 ou 8, plus bien sûr John Burt. John Burt était le directeur général de la BBC. Il avait déplu à beaucoup par sa façon de moderniser la BBC. Dur dans le travail, mais quoi qu'il en soit, un sacré journaliste. John Burt donne aussitôt son aval pour l'interview. Mais au-dessus de lui, dans la hiérarchie, un homme ne partage pas son enthousiasme. Le président directeur général de la BBC, Marmaduke Hussey, dit Duke Hussey, était un pilier de l'establishment. Nommé par Margaret Thatcher, Marmaduke Hussey incarne une vision un peu rétrograde, révérencieuse de la BBC. Et les tensions sont grandes avec son directeur général plus visionnaire, John Burt. Ça tourne. Mon nom est Richard Eyre. J'ai été 9 ans au conseil des gouverneurs de la BBC. À une fête de Noël, juste après mon entrée à la BBC, Marmaduke Hussey, cette espèce de dinosaure qui avait perdu une jambe durant la guerre en 1944, est venu vers moi et m'a dit « Allons nous asseoir là-bas ». Nous nous sommes assis, lui avec difficulté, et il m'a dit « Dites-moi, vous connaissez John Burt, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, en effet. Quel homme étrange, il ne veut pas me parler. » Et il a bien dit « ne veut pas me parler ». Et il a ajouté « Pourriez-vous faire en sorte que John me parle ?» Alors j'ai appelé John le lendemain et il m'a dit
Non, je ne lui parlerai pas. Hors de question, c'est inutile. J'ai alors réalisé dans quoi je m'étais engagé. Mais pour l'interview de Diana, ce n'est pas seulement cette différence d'opinion entre Burt et Hussey qui pose problème. Plus problématique, Hussey était le mari de Lady Susan Hussey, une des plus anciennes dames d'honneur de la reine, et elle l'est encore à ce jour. Lié par le devoir envers sa femme et le devoir envers sa souveraine, il se serait senti obligé d'informer le palais de ce qui allait se passer. Le jour où John Burt a fini par donner le feu vert pour cette interview, il a pris 2 décisions. Une, autoriser l'interview, et 2, de ne rien dire à son supérieur. Ça a envenimé les relations entre Burt et Hussey. Elles étaient déjà mauvaises, mais là, ce fut irrévocable. Cette histoire a marqué un tournant pour la BBC. Ce fut un moment phare dans son évolution, une déclaration de son indépendance. Une façon sans équivoque pour elle de dire « Nous diffusons des programmes que le public est en droit de voir et d'entendre ». La date est fixée. L'interview aura lieu le 5 novembre 1995, date anniversaire d'un attentat manqué contre le Parlement. Le lieu ? Le palais de Kensington, sous le nez de quelques-uns des plus proches de la reine. Il ne faut pas oublier que d'autres membres de la famille vivaient là aussi. Les Gloucester n'étaient pas loin. Je me souviens très bien du dimanche où la princesse m'a dit « Paul, vous n'avez pas pris de congé cette semaine. Pourquoi vous ne rentrez pas jouer avec vos enfants ?» Et je me suis dit « C'est bizarre qu'elle me congédie. » Pour passer le barrage de la sécurité, la petite équipe de la BBC a mis au point un scénario. D'après ce que j'ai compris, la princesse aurait dit « Oh, ce sont des techniciens du son venus m'installer un nouveau système stéréo. » Ce qui peut passer si on n'y connaît pas grand-chose en hi-fi. Pour garantir la confidentialité, l'équipe est réduite à son minimum, 3 hommes. Tony Poole, le caméraman, Mike Robinson, le producteur, et Martin Bashir. Tony installe son matériel, laissant à Diana et Bashir 1h30 devant eux avant de démarrer. Les gens se demandent si elle a répété avec Martin Bashir. Visiblement, elle n'avait pas répété et Bashir ne lui avait pas soumis les questions en amont. Tout le monde n'est pas de cet avis. En réalité, ils avaient répété. Je le sais car la princesse m'a dit plus tard qu'elle avait fait en sorte que ce soit parfait. Un document interne de la BBC stipule que la princesse a été informée des grandes lignes de l'interview, mais pas des questions. Ils savaient exactement quelles seraient les questions et comment elle répondrait. La princesse Diana a été coachée par Martin pour savoir comment répondre aux questions. Il l'a guidée sur le terrain miné d'une interview. Le caméraman choisit le côté informel du salon, utilise des éclairages indirects très doux pour donner un côté intime, domestique à l'entretien. Vers 21h, Bashir et Diana s'installent l'un en face de l'autre, dans des fauteuils soigneusement disposés. La caméra se met à tourner. Elle n'était pas mal du tout vu le contexte, mais elle n'avait pas non plus un talent naturel pour la télévision. Sur les 90 minutes de tournage, le caméraman se souvient qu'à une question clé relative à son amant présumé, James Hewitt, la princesse a été troublée. Did your relationship go beyond a close friendship? Yes, it did. Yes. Were you unfaithful? Elle a dû être très tendue, sachant qu'elle devait réagir vite. Après un léger temps de réflexion, Diana trouve la bonne réponse. Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. Tous les gens de Panorama étaient chez eux, attendant que le téléphone sonne. Je devais m'attendre à ce qu'il sonne en début de soirée, mais non, rien.
L'aiguille de l'horloge tournait, tournait, et j'avoue que j'étais de plus en plus nerveux. Il n'était pas loin de minuit quand enfin, c'était Steve Hewlett. Il a dit « Ils sont sortis, c'est dans la boîte, et ils ont fait une copie de sauvegarde. » Ce fut un moment de grande satisfaction, je dois dire. Le lendemain, j'arrive à Kensington. Je passe dans le salon et je me dis, c'est bizarre, ce fauteuil ne va pas là. On a bougé les meubles, car on voyait des marques sur le tapis. Je dis à la princesse, pourquoi les meubles ont changé de place dans le salon? Jenny est venue me donner un cours, on a poussé tous les meubles pour faire des exercices. Ah bon? Oui. Vous pensez que je mens? Non, je n'ai pas de raison d'en douter. L'interview en boîte, le montage est programmé dans un immeuble à l'abandon de la BBC au cœur de Londres. Le monteur de Panorama, Steve Hewlett, est inquiet. Il a dit « Il faut qu'on bouge, il faut qu'on trouve un autre endroit. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Ça ne va pas, je crois qu'on nous surveille, que l'immeuble est surveillé. » J'ai dit « Où voulez-vous aller ?» Et lui « Laissez-moi faire, je m'en occupe. » On m'a appelé pour un boulot de montage à Eastbourne, mais on ne pouvait pas m'en dire plus, et j'ai compris quand je suis arrivé. Je ne devais même pas dire à ma femme où j'allais. Je me suis rendu au grand hôtel où j'ai installé ma salle de montage. Le lendemain, Mike, le producteur, et Martin sont arrivés et m'ont tendu une pile de bandes en disant « Voilà ce qu'il faut monter ». J'ai mis la bande et la princesse Diana était là, en train de me fixer. Your Royal Highness, how prepared were you for the pressures that came with marrying into the royal family? At the age of 19, you always think you're prepared for everything. Elle était juste en face de moi, interviewée. C'était incroyable. I'm a great believer that you should always confuse the enemy. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle allait dire ces choses-là. Se montrer si direct sur le prince Charles, son mariage. According to press reports, things became so difficult that you actually tried to injure yourself. Is that true? When no one listens to you, or you feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. C'était un vrai catalogue de toutes les émotions qu'elle avait dû refouler en elle depuis longtemps et qu'elle voulait nous faire partager. Ou bien elle voulait remuer le couteau dans la plaie, tout dépend. Je ne pensais pas que ça allait l'aider, mais on a compris que c'était de la dynamite. Quelques jours plus tard, une première projection a lieu devant les cadres de la BBC. On a fait 2 heures de route pour nous rendre à Eastbourne. On allait voir le film pour la première fois, et aucun de nous n'avait la moindre idée de son contenu. On ne savait pas si elle avait été directe, si elle avait éclaté en sanglots ou encore si elle avait explosé de rage. On ne savait rien du tout. Et c'était important, finalement, qu'on ne sache rien, car notre réaction serait sans doute identique à la réaction des téléspectateurs. On a échangé très peu de mots, on était là pour voir le film. Ils ont appuyé sur play. Pendant la projection, je m'étais assis en retrait pour observer leur réaction à chaque question. Personne n'a prononcé un seul mot pendant les 60 minutes. Mais par moments, on entendait de grands soupirs. Ils n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. C'était du jamais vu. Do you think the Prince of Wales will ever be king? I don't think any of us know the answer to that.
And obviously it's a question that's in everybody's head. But who knows? Who knows what fate will produce? Who knows what circumstances will provoke? L'idée que Charles puisse perdre sa place dans la succession signifiait que cette interview pouvait ébranler totalement la monarchie. Il était clair que ce serait très embarrassant pour la famille royale, pour l'héritier du trône, le futur roi. Alors oui, c'était une menace, pour toute la monarchie, bien sûr. Le compte-rendu d'une réunion de la BBC, obtenu grâce à la loi d'accès à l'information, révèle qu'il y a eu très peu de coupures. Ce qui n'empêchera pas les gens de spéculer sur ce qui a pu être coupé. Il y avait une réponse concernant la reine-mère qui pouvait paraître un peu méprisante peut-être. Tout le monde savait qu'elle n'avait pas été les meilleures amies du monde. Je pense qu'elle a eu le sentiment de ne pas avoir le soutien dont elle avait besoin. La reine-mère était très aimée dans le pays et donner un léger coup de canif n'était sans doute pas la chose à faire à l'époque. I don't sit here with resentment. I sit here with sadness because her marriage hasn't worked. La BBC n'a jamais diffusé les séquences coupées au montage, comprenant, entre autres, les commentaires de Diana sur la reine-mère. Mais même dans sa version expurgée, l'interview reste explosive. Your Royal Highness, thank you. Elle est bien, non? Je ne l'avais pas regardée depuis longtemps. Une fois la projection terminée, le directeur de BBC News et moi sommes sortis pour en discuter ensemble. On est resté silencieux jusqu'à la promenade, où on s'est accoudé à la rambarde. J'ai dû parler en premier. J'ai dit, ce programme va signer la fin soit de la BBC, soit de la famille royale, ou voire des deux. Mais on n'a pas d'autre choix que de le diffuser. Il était important de le diffuser très vite, car tôt ou tard, il y a des fuites. Dès le début, on s'est mis d'accord sur le fait que la princesse irait annoncer elle-même la nouvelle au palais. Diana informe Robert Fellows, le secrétaire privé de la reine. Elle lui a dit, « Robert, sachez que j'ai donné une interview à la BBC. » Ça a dû immédiatement alerter Fellows, mais très courtoisement, il a dit, « Pour leur association caritative ?» Et elle a répondu, « Non, pour Panorama. » Tous les téléphones se sont mis à sonner. Mes collègues, des correspondants de partout, voulaient connaître le contenu, mais je n'en savais strictement rien. Pendant la semaine de chaos qui précède la diffusion, le photographe royal Mark Saunders travaille sur le terrain. Ce fut une semaine de pure folie. La presse du monde entier s'est ruée à Londres. Je n'avais pas vu un tel rassemblement de la presse internationale depuis la guerre du Golfe. La date se rapproche et dans tout le pays, les familles retiennent leur souffle et s'attendent au scandale. Il y a eu un tel battage 5 ou 6 jours avant, ça faisait les gros titres tous les jours, de quoi faire monter la fièvre dans le public. 23 millions de personnes allaient la regarder raconter sa version de l'histoire. Elle était nerveuse, inquiète de la réaction du public. Mais Martin Bashir l'a rassurée constamment en lui disant qu'elle avait fait ce qu'il fallait et que l'émission aurait l'impact qu'elle voulait. J'imagine la tension qu'elle a dû ressentir et même l'angoisse. Les gens allaient la regarder même dans les pubs. C'était l'événement. On ne peut pas savoir comment les gens vont réagir. C'est l'opinion de toute une nation qui est en jeu. Et tout repose sur une question. Vont-ils croire cette femme ou pas? Tonight on Panorama, the Princess of Wales. Au palais de Buckingham, l'équipe du service de presse regarde, pétrifiée.
J'étais avec mes collègues dans le bureau de presse. On était tous bouche bée d'entendre ça, en colère aussi. Le langage était souvent très fleuri. J'ai beaucoup de réticence avec le langage fleuri. Do you really believe that a campaign was being waged against you? Yes, I did, absolutely. Yeah. Why? I was a separated wife of the Prince of Wales. I was a problem, full stop. Never happened before. What do we do with her? J'étais outré parce qu'elle lançait des accusations tout bonnement fausses. Elle pointait du doigt le prince de Galles, l'accusant, lui ou son secrétariat, de l'empêcher de faire des choses. Je n'en revenais pas qu'elle puisse déballer en public tous les aspects de sa vie privée, jusqu'à son adultère et son amour pour Jewitt, ou ses sentiments envers Camilla. What evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? Oh, a woman's instinct is a very good one. C'était bombe après bombe après bombe. J'étais pleinement consciente d'assister à un grand moment de télévision. Presque chaque phrase était explosive. Your Royal Highness, thank you. Dans les locaux de la BBC, l'équipe se réunit pour fêter son triomphe. Après l'émission, on a ouvert au moins une bouteille de mauvais vin blanc et mon souvenir des détails est confus. C'est le moins qu'on puisse dire. Et après l'interview de Diana, la réaction a été immédiate. Les infos du soir ont été entièrement consacrées à l'interview. Nicholas Sims, you're a good friend of Prince Charles. Presumably he was sitting watching it tonight. What do you think he'll have made of it? Well, I have no idea, and I certainly couldn't possibly speak for the Prince of Wales. But for my own part, as an interested observer, I found some of it to be toe-curlingly dreadful. J'en ai la chair de poule, même encore aujourd'hui, car la réaction de nombreux commentateurs était carrément moyenâgeuse. It really is the sort of advanced stages of paranoia. So she's made it all up. She's paranoid. I've simply no idea, but it seems to me like the advanced stages of paranoia. Si vous voulez démolir une femme, dites qu'elle est folle. C'est une allégation très puissante dont vous ne pouvez pas vous défendre seul. Car si vous dites « je ne suis pas folle, je ne suis pas folle », vous avez l'air folle. Je suis certaine que beaucoup de personnes ont écouté Nicholas Soames et se sont dit « c'est sûr, elle doit être folle, paranoïaque ». Une bonne excuse pour la détester encore plus. C'est classique. Ça n'a pas évolué depuis l'Antiquité. Most of the coverage centered on Diana's revelations, especially her admission of adultery, and then moved to the British public's reaction. Diana s'est mordu les doigts d'avoir mentionné James Hewitt. Je crois qu'elle n'a pas pensé que les tabloïds allaient sauter sur cette histoire. Elle espérait une réaction beaucoup plus réfléchie à cette interview. Quasiment toute la presse a été hostile à son égard. J'ai eu le sentiment en lui parlant qu'elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur. J'entends encore la princesse me dire « Que va dire la reine ?» Elle pensait déjà aux conséquences. J'ai déjeuné avec la reine peu de temps après, et elle m'a dit, de but en blanc, « Comment ça va à la BBC ?» J'ai dit « Ça va ». Et elle a dit « C'est affreux de faire ça. Affreux ce que ma belle-fille a fait. » The marriage problems of Charles and Diana have cast a shadow over the royal family. Now the Queen has decided to bring the whole issue to a head by advising them to divorce. Dans l'interview, Diana a clairement exprimé qu'elle ne souhaitait pas le divorce. Would it be your wish to divorce? No, it's not my wish. Why? Wouldn't that resolve matters? Why would it resolve matters? Elle avait surtout très peur qu'on lui retire ses enfants. Elle disait « Ils en sont capables. Ils vont essayer de me prendre les enfants. » La reine a adressé une lettre à Charles et Diana, leur disant « Ça suffit, contactez vos avocats et entamez la procédure de divorce. » C'est le prix qu'elle a payé pour l'interview de Panorama.
Diana avait minutieusement démoli le conte de fées dans lequel on l'avait emprisonnée. Ils furent nombreux, aussi bien dans l'establishment que dans les médias, à la condamner pour avoir révélé une réalité plus complexe. What above all we have a right to expect of royalty is a degree of reticence, a degree of dignity. Mais dans la rue, c'est un tout autre son de cloche. I suppose she'll get quite a lot of support from it. She does come across as if she's been done wrong by the prince. She needed to do something. She needed to put her side of the story for us to hear. You know, I think it's right that she's done it. C'est la réaction du public qui compte, pas celle des journalistes, des chroniqueurs, des langues de vipère, de tous ceux qui aiment la salir dans les quotidiens et les hebdos. C'est le public, et le public a adoré. Je pense que c'est lié en partie au fait que Diana a exprimé sa souffrance psychologique. I was unwell with postnatal depression, which no one ever discusses postnatal depression. You have to read about it afterwards. Elle a donné libre cours à ses sentiments. On ne pouvait pas imaginer une seule personne de la famille royale s'exprimer comme Diana l'a fait. You'd wake up in the morning feeling you didn't want to get out of bed. You felt misunderstood. Parler de ces problèmes psychologiques était très risqué dans les années 1990. On vous collait vite une étiquette de malade mentale. Diana, se confiant et parlant ouvertement de sa dépression postnatale, était une révolution. Les femmes du pays et du monde entier qui l'ont regardée ont pu s'identifier, non pas à la princesse, mais à la mère. Friends on my husband's side were indicating that I was again unstable, sick, and should be put in a home of some sort in order to get better. I was almost an embarrassment. Dans les jours qui suivent, Diana reçoit plus de 6000 lettres de soutien de la part de femmes s'identifiant à sa détresse. Diana m'a dit plus tard qu'après l'émission, des gens venaient à sa rencontre dans la rue pour lui dire « Dieu merci, vous avez pu parler de votre mariage malheureux et en sortir. Je vais faire pareil. » Et je pense qu'elle a donné à des femmes la force de dire qu'elles étaient malheureuses. They were going their separate ways today. As the Prince of Wales left Kensington Palace, the Princess drove in. So the marriage is now absolutely finished. That is the end of it. That is the end. The marriage is now finished in 5 months, yes. L'émission Panorama conduit Diana à un divorce dont elle ne voulait pas. On est loin du bénéfice qu'elle escomptait et en ce sens, c'est un échec. Mais très vite, elle va réaliser à quel point son image va s'en trouver transformée. L'interview a été un palier, un tremplin vers une autre dimension. Voilà ce que Panorama a fait pour elle. Elle n'allait plus faire les boutiques de luxe ou déjeuner dans les quartiers chics. Subitement, elle s'est mise à côtoyer des gens comme Bill Clinton. Elle a enfin gagné la crédibilité dont elle rêvait. Diana voit tout un nouveau monde s'ouvrir devant elle. Et elle peut compter sur l'aide de son nouvel allié. La relation qui s'était établie entre elle et Martin Bashir ne s'est pas arrêtée là. Il n'a pas rangé sa caméra et quitté le palais de Kensington pour ne plus revenir. Il lui a rendu visite régulièrement et l'a soutenu pendant des mois. Il l'a aidé à préparer ses apparitions publiques, ses discours. Après l'émission, de nombreux détracteurs affirment que Diana a été manipulée par Bashir et qu'elle va finir par le regretter. Mais la relation qu'elle continue d'entretenir avec le journaliste en est le parfait démenti. Je m'appelle Judy James. Je suis auteure et experte en langage corporel. L'idée que Diana ait pu être poussée à faire cette interview par Martin Bashir me fait franchement rire. Elle était tellement maîtresse d'elle-même, maîtrisant ses émotions. Elle a contrôlé toute l'interview, dirigeant, orientant. Il posait une question, ses yeux partaient à gauche, elle prenait une légère inspiration et très vite, elle ramenait son regard, sans la moindre hésitation,
avec la réponse appropriée. Well, the enemy was my husband's department because I always got more publicity. Tout le monde y allant de sa version, il est impossible de savoir si l'interview a été répétée ou pas. Mais une étude approfondie de la prestation de Diana soulève quelques doutes. Ces réponses parfaites me font dire qu'il y a sans doute eu une entente préalable sur les questions qui seraient posées et sur le fait qu'elle aurait le temps de réfléchir à ces réponses. L'émission n'a rien eu de spontané. Elle a dit certaines choses que j'avais déjà entendues. J'avais eu une longue entrevue avec Diana 5 mois avant Panorama, juste nous deux. Ces notes sont de juin 1995 et elle dit qu'il y a toujours eu, dès le premier jour, 3 personnes dans le mariage. Elle parle de Camilla. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. C'est une des phrases célèbres de l'émission. C'est donc quelque chose qu'elle avait en tête depuis des mois. J'en ai plein comme ça, des pages et des pages. What was your reaction to your husband's disclosure that he had in fact committed adultery? Well, I was totally unaware of the content of the book, and actually saw it on the news that night that it would come out. Le but était de ne pas paraître trop vindicative. Un vers de Shakespeare dit « Je suis venu pour inhumer César, non pour le louer ». Et d'après moi, si on prend l'exemple avec Charles, elle l'enterre en le louant. But then I admired the honesty, because it takes a lot to do that. In what sense? Well, to be honest about a relationship with someone else in his position is quite something. Son apparence physique a aussi été travaillée pour faire impression sur le téléspectateur. Elle a utilisé une sorte de crayon blanc sous les yeux, de manière à les rendre encore plus tristes. Elle a l'apparence de quelqu'un qui s'est maquillé pour dissimuler sa détresse. Quelqu'un qui aurait beaucoup pleuré, serait sorti de la pièce et serait revenu 10 minutes plus tard après avoir retouché son maquillage. Pour moi, c'était délibéré. Je pense qu'elle a voulu se présenter comme une victime. Il n'est pas question de ruse ou de calcul, mais de survie. Pour donner les apparences de la spontanéité, il faut être acteur. C'est tout un art. Mais en même temps, cela ne veut pas dire que ce qu'elle joue n'est pas vrai. Même si on peut y voir tous les signes d'un entretien soigneusement orchestré, il ne s'agit pas d'une simple revanche. Diana y parle aussi de ses ambitions. What role do you see for yourself in the future? I'd like to be an ambassador for this country. I'd like to represent this country abroad. En 1997, Diana passe à l'action. Elle part en Angola et en Bosnie faire campagne contre les mines antipersonnelles, ce qui en laisse beaucoup sceptiques. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Charles Crawford. J'étais ambassadeur en Bosnie. En 1997, j'ai accueilli Diana lors de sa visite à un moment politiquement très sensible. Alors oui, bien sûr. Ces armes avaient été utilisées sans discernement et de façon inappropriée durant ces guerres. Mais établir un traité solide et s'assurer que les gens ne trichent pas, c'est tout un travail de diplomatie. Par chance, Diana semble trouver un soutien en la personne du nouveau Premier ministre, Tony Blair. Il admettra plus tard avoir discuté avec Diana de son futur rôle d'ambassadrice à l'étranger. C'est l'aboutissement de tout ce dont la princesse rêvait en faisant son interview. Mais l'émission a déchaîné les médias, avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Évidemment, Panorama l'a rendue encore plus médiatique. Elle avait donné une interview dont tout le monde parlait. Alors forcément, la pression médiatique a été phénoménale. I never know where a lens is going to be. A normal day would come back to my car and find 6 freelance photographers jumping around me. Durant l'été 1997, elle est véritablement harcelée par la presse.
Quand les journalistes ont appris qu'elle était sur un yacht dans le sud de la France et qu'elle avait une aventure avec Dodi, le fils de l'homme d'affaires Mohamed Al-Fayed, ça a été la curée. Les médias se sont littéralement déchaînés. Durant ces 44 jours, il n'y a pas eu une journée sans que la presse n'en parle. C'était permanent et on se disait, mais comment ça va finir ? J'ai trouvé l'interview très émouvante. Je ne m'y attendais pas. Les gens ne voient pas à quel point c'est difficile de donner une interview. Comment faire passer ce qu'on est, ses émotions, dans cette petite boîte. C'est un peu comme, au sens religieux du terme, une confession. Vous êtes conscient que tout ce que vous dites est enregistré et va passer à la postérité. Inside St James's Palace, Princess Diana's coffin lay in the peace and privacy of the Chapel Royal, as all day outside, the crowds of people waiting to pay their last respects built up. Est-ce que l'interview pour Panorama a joué un grand rôle dans sa mort? Incontestablement, oui. I think that she was a celebrity victim, and I think she came through it, and that was a good example to a lot of people. People who'd never met her. Des gens qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais qui se souvenaient de ses paroles dans l'émission, ont voulu venir lui rendre hommage. Elle n'a donné que cette seule et unique interview, du moins de cette importance. Le public en est venu à penser qu'il connaissait beaucoup plus Diana que les autres membres de la famille royale et qu'il ne la connaissait pas avant l'émission. Après sa mort, les gens reprendront souvent une expression qu'elle a prononcée durant l'interview. She was the queen of people's hearts, and what had happened to her it wasn't time. Elle a regretté avoir dit reine de cœur. Elle a dit que c'était une terrible erreur. Mais c'est la phrase que les gens ont retenue de l'émission plus que tout le reste. Je pense que les gens se sont dit, voilà une femme qui fait son chemin. Un chemin entre la femme soumise, la femme humiliée et ce qui aurait dû être une femme moderne et épanouie. Mais sa mort a interrompu son bref parcours. En réalité, elle a déclenché quelque chose. Sa mort a tout changé, forcément. L'interview de Diana a marqué un grand tournant à bien des égards. La génération qui a suivi n'a plus hésité à parler de problèmes psychologiques. I put on a lot of weight in that period, a lot of depression. At first, you look back on those times and you go, but it was all right, really. But then when you look again, you go, actually, there's some quite serious issues in it. Parler de ses émotions n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les célébrités devraient s'ouvrir plus souvent. Et d'ailleurs, on ne fait plus confiance aux personnes qui ne font pas comme la princesse Diana. Les problèmes psychologiques ont toujours été un peu stigmatisés. Maintenant, tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que William et Harry le font. We have seen time and time again that unresolved mental health problems lie at the heart of some of our greatest social challenges. Et pourquoi William et Harry le font? Parce qu'elle l'a fait en premier. Elle a ouvert la voie avec cette interview. I do things differently because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. We like to be as emotionally connected and verbal, but now it is incredibly open. Certains grincheux vous diront « Oh,
toutes ces émotions. On est tous devenus fragiles et hyper émotifs. On ne peut plus parler de rien sans évoquer sa souffrance. Les gens se sentent offensés pour un rien. Ils sont trop sensibles, trop émotifs. Il faut se ressaisir. Les émotions sont très importantes. Mais la réflexion, la discipline, la sagesse, l'intelligence sont aussi importantes. Quand on voit notre monde plus ouvert aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il a toujours été comme ça, mais ce n'est pas le cas. I've had suicidal thoughts in the past. You know, I've been there. You talk, and talking's really good, and it helps you overcome so many things. On risque aussi de se retrouver avec des personnes qui commencent à se victimiser. Alors que si on regarde la vie des gens à travers l'histoire, ils n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Je trouve que c'est une bonne chose de garder sa fraîcheur face à ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout ce qui a pu faire sourire dans l'interview de Diana en 1995 est devenu normal aujourd'hui. Cela envoie un message positif aux gens qui vont grandir dans un monde plus axé sur l'émotion. Lady Di, c'est un meurtre? Diana, la tragédie. Diana, les années cauchemars. Il est édifiant le numéro de septembre